Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans le premier épisode de Tales, un podcast qui va vous parler de jeux de rôle. Un podcast qui va être présenté par moi-même, Antoine, et par... Et par moi-même également, Jean. Toi-même également. Et moi-même également, effectivement. Donc ce podcast, il a pour but d'être centré sur des jeux de rôle et plus particulièrement sur des gammes. Voilà, ça s'adresse aux gens qui veulent se mettre ou se remettre au jeu de rôle. Et on va vous parler des différentes gammes, de ce qu'on pense de la gamme et de son univers pour que vous puissiez appréhender et faire une décision avant de devoir vous y mettre. Donc pour parler un petit peu de nos parcours dans le jeu de rôle, tu peux commencer. Jean, comment tu as connu le jeu de rôle ? Eh ben, écoute, moi j'ai connu le jeu de rôle un petit peu par hasard. Comme je te disais, j'ai découvert une vieille boîte de Donjons et Dragons chez mon père, la grosse boîte rouge, auquel j'ai joué tout seul parce qu'il existe un mode solo. Et ça faisait un petit peu aventure dont vous êtes livre dont vous êtes le héros. Un petit peu plus tard au lycée, j'ai joué un petit peu à Warhammer en tant que joueur et en tant que MJ. Puis après ça, j'ai arrêté en fait pendant un long moment avant de m'y remettre avec toi. Ouais, moi au lycée, j'ai joué un petit peu à Donjons et Dragons, 3ème édition ou 3.5. J'ai fait quelques parties, mais pas plus. Et je me suis vraiment mis au jeu de rôle plutôt quand on a commencé à la fac. Un petit peu après qu'on se soit rencontrés, on a commencé à jouer à un jeu qui s'appelle Mouse Guard, ou les légendes de la garde. En fait, on lisait alors c'est pas vraiment des bandes dessinées parce que c'est un petit côté aquarelle, mais en tout cas on lisait les légendes de la garde. Ça fait un peu livre pour enfants mature, quoi. On lisait ça et puis un jour on jouait beaucoup aux jeux de société quand même à l'époque, même toujours maintenant, mais on jouait surtout à ça et en se baladant dans un magasin de jeux de société et jeux de rôle, des cartes à Bordeaux. En fait, on est rentré dans le rayon jeu de rôle par curiosité. On avait toujours été un petit peu intrigués sans vraiment passer le pas. On regardait les grosses boîtes d'initiation, Pathfinder, les choses comme ça. Et en fait, par hasard, on est tombé sur le jeu de rôle Mouse Guard, donc les légendes de la garde. Et comme on connaissait bien l'univers et que le bouquin coûtait pas très cher, on l'a acheté et on a joué à ça pendant 2 ans. Ouais, exactement. On a joué pas mal et puis ensuite on a arrêté parce que y a eu les examens, il y a eu les études qui ont pris le pas. Il y a eu trop de traumatistes à coups de pies qui avaient tué des gens et de hérissons qui avaient probablement aussi été particulièrement effrayants. On parlera pas de ça. La pie-grièche, quel animal de merde. Quel animal de merde. Bon, en tout cas, voilà. Tout ça pour dire que on a repris le jeu de rôle il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 1 an et demi. On est parti en Bretagne et on a décidé on s'est dit tiens, et si on se remettait à faire du jeu de rôle avec des gens qui avaient quasiment jamais joué. Et pour ça on a cherché un jeu et c'est le jeu qu'on va vous présenter aujourd'hui. Ça a été compliqué de trouver par quoi on voulait recommencer. Et on s'est demandé si on recommençait pas par le jeu qu'on connaissait bien tous les deux, et on s'est dit que c'était pas forcément une bonne idée de commencer par un jeu sur lequel nous on avait beaucoup d'avance par rapport aux autres, qui aurait un décalage. Et après avoir longuement cherché, effectivement, on est tombé sur le jeu dont on va vous parler aujourd'hui, qui nous semblait vraiment parfait pour se remettre ou découvrir ce que c'est une partie en tout cas de ce qu'est le jeu de rôle. C'est ça, et ce jeu c'est du coup Tales from the Loop. Un petit disclaimer avant de commencer, voilà, nous ne sommes pas payés pour parler de ce jeu, malheureusement. Donc voilà, si Arcane, si jamais vous voulez, vous inquiétez pas, on enverra notre adresse mail ou nos contacts pro, il n'y a pas de problème. Non mais nous voulons rester indépendants. Et notre avis est objectif. Oui, bien sûr. Écoutez, Jean voudra rester indépendant, vous avez quand même contacté moi, pas de problème, je réglerai tout ça en interne. Antoine, le portefeuille de Tales, quoi. Bon, en tout cas, Tales from the Loop, voilà. Tales from the Loop, c'est un jeu qui est dérivé d'un univers, et cet univers, il a été créé par Simon Stallenhag. Alors, désolé pour la prononciation, c'est un Suédois qui faisait des artworks, qui publiait sur son blog, et qui a sorti un artbook, plusieurs artbooks, et le premier artbook, il s'appelait Tales from the Loop. Et de cet artbook, qui a quand même fait un peu sensation, est découlé ce jeu de rôle. D'ailleurs, l'auteur de l'artbook a participé à la création du jeu de rôle. Et ce jeu de rôle, il a été publié dans un premier temps par Fria Ligan, c'est ça, qui est une maison d'édition suédoise. Oui, tout à fait. Donc le jeu de rôle il a été créé par des auteurs de jeux, alors pareil, excusez-moi pour la prononciation, Niels Inste et Matt Forbeck, ainsi que Thomas Arenstom, qui ont du coup aidé à la création de ce jeu chez Free League. Il a été kickstarté en 2016 et a reçu la somme de 300 000 €, qui est une somme plutôt importante pour le monde du jeu de rôle. Très correct. Et il a pu du coup être publié en 2017 par Fria Ligan. Et
le jeu a pu être traduit pour nous autres mangeurs de camembert par Arkham Asylum Publishing, et ça c'était en 2018. C'est ça, c'est Arkane qui a publié, enfin qui a traduit et publié. Donc, ce qu'on peut dire un petit peu, c'est bon, déjà juste sur Arkane, c'est une maison d'édition française qui a publié beaucoup de jeux, notamment le dernier en date, enfin les deux derniers en date qui ont fait un peu sensation, c'est Alien et Dune. Oui, c'est vrai, qui vient de sortir. Probablement que l'un des prochains épisodes, il y aura ces deux jeux-là qui vont arriver clairement parce qu'on y a joué. Enfin, on n'a pas encore joué à Dune, mais Alien, on vous en reparlera. Et alors, pour parler un peu de l'univers de Tales from the Loop, ça se passe dans les années 80, en Suède. Enfin, ça peut se passer aussi aux États-Unis, mais le setting de base, c'est en Suède. Et comme tu disais, c'est une uchronie. C'est-à-dire que c'est une histoire où il y a quelque chose qui s'est passé qui a changé le cours de l'histoire. Et cette chose, c'est la création du loop. Donc Tales from the Loop, voilà, les contes qui viennent du loop, hein, en gros. Et le loop, c'est quoi ? C'est une entreprise qui a développé une technologie particulière. Oui, ça, c'est un complexe scientifique avec une entreprise qui en fait travaille autour de l'accélérateur à particules, entre autres, hein, et de beaucoup d'autres choses scientifiques ou pseudo-scientifiques qu'on développera pas ici afin de ne pas spoiler en fait des potentiels joueurs, parce que c'est enrichi par les différents scénarios proposés dans le jeu. Du coup, il en existe plusieurs dans le monde, hein. On parle de loop suédois, de loop américain, mais il existe également des loops d'autres nationalités. Il existe un loop français, on y reviendra. Oui, c'est ça, il existe un loop français, et qui est responsable effectivement d'expériences qui vont engendrer des phénomènes bizarres, voire paranormaux, et qui seront à l'origine de la majorité des scénarios que vous allez retrouver dans ce jeu. Comme Antoine l'a dit, hein, ce jeu se dépasse dans des années 80, modifié, et ce jeu finalement a vraiment une identité très marquée au niveau temporel, hein, si je peux dire. C'est-à-dire que les années 80 sont un élément extrêmement important de ce jeu. Oui, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans la pop culture. Il faut vous dire, voilà, ce jeu, à quoi ça peut vous faire penser ? Clairement, y a une série qui vient tout de suite en tête, qui est pas forcément la référence la plus proche, mais qui quand même, si vous le deviez décrire aux gens, ça serait quand même de leur dire ça ressemble, voilà, à Stranger Things. Clairement, on est dans quelque chose comme Stranger Things, un moins scientifique, plus science-fiction. Et moi, j'ai réfléchi un petit peu, et le loop, ça me fait penser un peu à l'entreprise qu'il y a dans la série Dark. La centrale nucléaire dans Dark, on est complètement dans ça, hein. On est vraiment dans ce côté... En moins sombre et obscur quand même. Mais on est dans cette opacité, quoi. On est dans cette opacité de l'entreprise où il se passe des choses, on sait pas quoi. Voilà, ça, c'est un petit peu ça l'univers. Après, il y a toutes les références des films de Spielberg, etc., qui sont retrouvées dedans, hein. Ah oui, on est dans un mix de E.T., des Goonies, réactualisé et remis un petit peu à l'ordre du jour, mais on est vraiment dans les adolescents, enfants, années 80, avec cette ambiance de jean, de soda, de cinéma, de Walkman, de musique synthé. C'est Tales from the Loop, c'est ça, avec en plus du mystère, de l'angoisse, sans aller dans l'horreur. C'est ça. Pour parler un petit peu du jeu, on peut parler un petit peu du jeu. Qui c'est qu'on incarne dans le jeu ? Alors, on incarne des adolescents de classe moyenne, hein, et ça c'est souvent important pour le jeu, qui vivent en banlieue, alors la banlieue de n'importe quelle ville, hein, donc là on est plutôt en Suède, hein, dans la banlieue de Stockholm, d'ailleurs on l'a pas précisé, au niveau d'un lac, un lac géant qui se situe près de Stockholm, qui s'appelle le lac Mälar, et l'action principale du jeu, en tout cas là où était l'action des artbooks, sont sur les îles qu'il y a sur ce lac, qui forment plusieurs îles et des presqu'îles, et qui est l'endroit où est implanté le loop. Alors le jeu peut également se dérouler aux États-Unis, hein, mais la plupart de l'iconographie de ce jeu se déroule quand même plutôt en Suède. Donc vous incarnez des adolescents avec une vie plutôt morose, on va dire ça comme ça, et à qui vont arriver des événements soit paranormaux, soit extraordinaires. Et ils vont forcément, jeu de rôle oblige, commencer à enquêter sur ces événements. C'est ça. Vous jouez donc des adolescents enfants, c'est un peu à la frontière, hein. C'est-à-dire qu'en fait, vous jouez des 10-15 ans.
Donc 10-11 ans, on peut parler d'enfant, 14-15 ans, on est plus vers l'adolescence. Donc c'est vraiment dans cette période de transition, hein. Vous jouez cette période de l'adolescence avec toutes ces difficultés et les problèmes qui peuvent être amenés par cette période. Vous jouez des personnages qui sont stéréotypés. Donc c'est-à-dire que pour créer votre personnage, on va vous donner des fiches de stéréotypes. Et selon ces stéréotypes, ça va vous permettre de guider, d'avoir un moule en fait pour votre personnage. C'est-à-dire, ça va être par exemple la star de l'école, ça va être le sportif. Le métalleux, le rebelle. Ce que dit Antoine là, c'est vraiment important. Toujours pour rester dans l'esprit en fait de ces films à la Spielberg, des années 80, qui étaient finalement quand même des films avec de gros clichés. Ce jeu-là souhaite vous faire jouer ces situations clichés, que ce soit dans les scénarios ou dans les personnages que vous allez incarner. Et les cadres, les moules, le personnage qui vous donne, donc ces archétypes, ces stéréotypes, servent à ça en fait, servent à vous faire imaginer un personnage qui va correspondre à un cliché de Breakfast Club par exemple, et vous permettre ensuite dans un second temps de l'affiner pour vous l'approprier un petit peu plus, mais l'objectif étant vraiment de toujours vous faire jouer un archétype de ces années-là. Ce personnage, comment il se compose? Il est fait à partir de caractéristiques. Alors en fait, il y a deux choses, il y a des attributs et des compétences. Les attributs, ce sont, on va dire, les caractéristiques principales de votre personnage. C'est des attributs qui peuvent être, il me semble, ça peut aller jusqu'à 5. Donc c'est de 1 à 5, effectivement, la valeur que vous pouvez attribuer dans ces attributs. Il y en a 4, physique, technique, cœur et intelligence. Et le nombre de points que vous allez pouvoir attribuer dans ces attributs correspond en fait à votre âge. Si vous avez 15 ans, vous pouvez attribuer jusqu'à 15 points dans ces attributs. C'est ça, et si vous avez 12 ans, vous pourrez mettre 12 points. Et là, vous allez me dire, mais du coup, quel est l'intérêt de faire un enfant de 10 ans? Moi, je veux mes 15 points de compétences. Mais quel est l'intérêt de faire un enfant de 10 ans, Antoine? Oui, voilà, merci Jean. Eh bien en fait, l'intérêt, c'est que ce que vous allez perdre en points de compétences, vous allez gagner des points de chance. C'est-à-dire qu'en fait, il faut vous dire que vous avez 15 points d'attributs. Si vous avez 15 ans, vous avez vos 15 points, et c'est tout. Si vous avez 13 ans, vous avez 13 points, et les 2 points qui restent, ils vont se transformer en points de chance. Ces points de chance, ça va être un peu comme, vous savez, les points de destinée, les points de destin. Ça vous permet de relancer un jet de dés catastrophique, ça vous permet de forcer le destin et de faire qu'à un moment critique, de réussir à passer l'obstacle, d'accord? Donc c'est quand même des choses très puissantes. C'est-à-dire qu'à chaque scénario, par exemple si vous avez 13 ans, à chaque scénario que vous jouerez, chaque mystère, parce qu'en fait les scénarios on les appelle les mystères, vous aurez 2 points, 2 moments où vous pourrez forcer le destin. Alors en plus de ces attributs du coup, avant de jeter les dés, vous allez pouvoir également jouer avec les compétences. Alors les compétences fonctionnent de pair avec les attributs et vous permettent d'ajouter en fait finalement vos caractéristiques un peu plus fines, vos spécialisations à vos jets de dés et du coup d'augmenter finalement vos chances de réussite. Par exemple, si vous avez plutôt un personnage furtif, passe-partout et vous désirez faire une action furtive, il existe une compétence dite de furtivité. Et si jamais vous voulez faire quelque chose de discret, vous allez ajouter à votre attribut physique votre compétence de furtivité et donc du coup augmenter vos chances, parce que augmenter votre nombre de dés, de réussir cette action. Et oui, parce que comment est-ce qu'on réussit une action, Jean? Alors comment on réussit une action? Alors comment on résout une action dans ce jeu? Comme dans beaucoup de jeux de rôle, on jette des dés. Les dés utilisés sont des dés 6, donc des dés à 6 faces classiques. Et il suffit de faire un 6 pour réussir votre action. Un seul 6, c'est tout? Ça a l'air vachement simple quand même. Donc du coup, effectivement, c'est simple, mais ce n'est pas probable, c'est pas facile de finalement réussir à sortir un 6. Je vous donne un exemple. Si jamais la plupart des personnages équilibrés dans ce jeu vont tirer entre 4 et 7 dés par action, lorsque vous tirez ce nombre de dés, vous avez environ 2/3 de chance en fait, de sortir un 6. Ce qui est probable, mais pas forcément certain. Et oui, ça arrive régulièrement, voilà, on va pas vous faire un dessin, de sortir. Vous avez tout sorti, vous avez votre compétence au maximum, vous avez utilisé votre objet, votre machin, votre truc, tous les bonus qu'on pouvez vous donner. Vous avez 11 dés, vous êtes là, attends, c'est sûr, ce précipice, je vais l'enjamber comme si jamais c'était une marche, quoi. Vous lancez, et là vous faites 0,6. Et ça arrive souvent, et justement, c'est ça qui fait le sel du jeu, c'est que l'action, elle est facilement lisible. Il suffit de voir, est-ce que vous avez fait un 6 ?
C'est vraiment un jeu, c'est vraiment un système de jeu simple, et c'est ça qui en fait aussi que. Parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est que c'est quand même un jeu très narratif. Oui, c'est vraiment un jeu très très narratif dans le sens où vos actions, enfin vous n'avez pas de combat ou très peu. Hein. Les résolutions de dés, c'est uniquement quelques jets. Les résolutions d'action, pardon, c'est uniquement quelques jets de dés avec juste réussite ou échec avec les 6, avec vos possibilités, comme l'a dit Antoine tout à l'heure, d'utiliser un joker, vos points de chance, afin de relancer tous les dés qui n'ont pas réussi. La plupart des actions demandent d'avoir une réussite, mais certaines actions extraordinaires vous demanderont d'avoir plus de réussite, et donc vous pouvez rejeter les dés afin d'augmenter cette réussite. Si jamais vous n'avez pas de points de chance, vous pouvez également vous infliger des états afin de relancer les dés, et les états en fait vous donneront également des points de malus en vous retirant des dés lors de vos jets. Et ces états s'expriment directement sur votre personnage en modifiant son humeur ou son état physique. Vous pouvez être contrarié, effrayé, épuisé, blessé, voire brisé. Et tous ces éléments, en fait, finalement, ne sont que des ajouts dans la narration, dans votre style de jeu, pour finalement vous aider à raconter une histoire avec le maître du jeu. Et ce dont on parlera après, c'est qu'en fait, les fameux états, et moi ce que j'appelle les faiseurs d'états, c'est-à-dire que c'est ces choses qui vous donnent le plus d'états, ce n'est pas ce que vous pensez. On en reparlera juste un petit peu après. Du coup, voilà, vous avez un peu compris, le système de jeu, c'est des D6. Ce nombre de D6 à lancer, vous l'avez en additionnant votre caractéristique, votre attribut avec la compétence que vous utilisez. À ça peuvent s'ajouter des bonus en utilisant, si vous avez un objet fétiche qui peut être approprié dans la situation, ou si vous utilisez par exemple d'autres choses. On va pas rentrer forcément dans le détail, mais ça reste très simple. Et vous lancez ce nombre de dés, et si vous faites 6, c'est réussi. Si vous faites pas de 6, c'est raté. Là, Antoine, il vient de résumer toute la mécanique en fait de Tales, qui ne va pas plus loin. En termes de pure mécanique de jeu, toutes les situations vont s'adapter à ce qu'il vient de dire, et finalement, quelle que soit la situation, enjamber le précipice ou chercher dans une bibliothèque, ou alors fuir un gang qui veut vous tabasser, toutes ces situations se résoudront, s'il y a besoin de faire un jet de dés, par des jets de dés qui associent attributs et compétences avec un échec ou une réussite. C'est tout. Toutes les autres caractéristiques que vous allez trouver sur votre fiche de personnage ne servent qu'à rendre le jeu plus narratif, en vous aidant en fait à donner plus de vie, donner plus de personnalité à votre personnage. Du coup, à quoi est-ce qu'on joue quand on joue à Tales ? Quel type de scénario ? Les types de scénarios, c'est plutôt quand même des scénarios d'enquête. Je sais pas ce que tu en penses, Jean, mais... Si, on l'a souvent dit, et du coup on va se répéter, mais Tales, on le voit plutôt comme un espèce de petit l'appel de Cthulhu, dans le sens où les scénarios joués vont surtout se baser sur l'ambiance du jeu et sur finalement la découverte du scénar, et le but du jeu, c'est pas de vivre forcément des aventures incroyables, même si ça en fait partie, c'est également la découverte de l'inconnu, qui est vraiment fondamental dans ce jeu-là, avec juste le loop qui est mystérieux et qui nous donne envie de découvrir un petit peu plus quelles sont les machinations. Et effectivement, la plupart des scénarios sont basés sur de l'enquête et de la découverte. C'est ça. Donc c'est vraiment des scénarios d'enquête, il va se passer quelque chose et vous allez explorer et voilà. Donc pour parler un petit peu de l'ambiance de ce jeu, il faut savoir que vous allez devoir jouer des scénettes. C'est-à-dire qu'on va vous demander de jouer une scène, par exemple dans votre famille, où je sais pas, vous mettez la table avec vos parents, vous jouez avec votre petite sœur, etc. Et ça, vous allez devoir le jouer, et ça va permettre de mettre l'ambiance autour de la table, de vous faire rentrer dans les personnages. Et ça, c'est un mécanisme qui est quand même super sympa pour les gens qui n'ont jamais joué, parce que ça permet vraiment de leur montrer, en fait. Ça permet de rentrer assez facilement dans les personnages, et en plus, ça fait vraiment partie des thèmes de ce jeu. On en parlait au début. C'est un jeu qui est basé sur la vie des adolescents de banlieue. Et l'objectif de ce jeu, c'est de vous faire ressentir ça. Et malgré le fait qu'ils vivent des aventures incroyables, les problèmes parentaux, les problèmes familiaux, les problèmes à l'école, ce que vous pouvez imaginer comme cliché de problèmes d'adolescents, font partie de leur vie. Et du coup, le quotidien également, le quotidien familial, scolaire, font partie de leur vie. Et ce jeu vous demande effectivement, entre des moments d'enquête, pour introduire vos personnages, de jouer ça. Et ça, c'est une chose qu'on retrouve pas forcément dans beaucoup de jeux de rôle, ce côté
finalement, interprétation juste pour l'interprétation, sans rapport avec l'histoire principale qu'on est en train de vivre. C'est ça. C'est quand même... Il y a vraiment un truc sympa à faire. C'est par exemple si vous êtes un maître du jeu et que vous avez à votre table, vous avez des gens qui ont déjà joué à du jeu de rôle et des gens qui n'ont jamais joué. Eh bien, vous pouvez commencer en faisant jouer les scénettes à ceux qui ont déjà joué. Comme ça, ceux qui n'ont jamais joué, ils vont voir comment ça fait. Et puis ça peut aussi casser ce truc de la peur, etc., d'être jugé, parce qu'ils vont voir les autres faire et ils vont se dire, bah oui, mais en fait, je peux jouer, il n'y a pas de problème. Donc ça, c'est quand même un système qui avait bien marché dans notre table, en tout cas. Et au niveau de l'ambiance, après, il faut vous dire, vous êtes vraiment dans... Voilà, vous êtes une bande d'adolescents, d'enfants qui jouaient ensemble et qui découvraient un mystère. Et il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, mais qui est quand même sympa, c'est qu'il y a une base. C'est-à-dire que votre groupe d'enfants, il doit avoir une base. Il doit avoir un repère secret. Et ce repère secret, il aura de l'importance dans les mécaniques, un petit peu d'importance, c'est-à-dire que c'est un endroit où vous pouvez vous reposer. Mais ça donne quand même ce côté, ça vous ancre dans l'histoire. Nous, par exemple, la première partie, avec la première équipe, on avait trouvé un vieux vaisseau à magnétrine, une espèce de vaisseau qui flotte avec la technologie du loop, qu'on avait reconstruit. Et la partie qu'on a fait récemment, là, cet été, on était dans un vieux cinéma, enfin on avait chopé une salle au cinéma et on avait notre salle avec notre popcorn, enfin voilà. Ça, c'était quand même... Encore une fois, on est dans le cliché de ces années-là. Et dans les films, les enfants ont toujours une cabane, ce que vous voulez dans lequel ils se retrouvent. Et ce jeu voulant coller à ce cliché-là, dans ses mécaniques, a intégré ces clichés. Et le QG, finalement, effectivement, est assez important pour le gameplay. Là, je voudrais juste faire une petite parenthèse, juste pour dire un mot au futur maître du jeu. Il y a un truc qui s'appelle les parents dans ce jeu. C'est-à-dire qu'en fait, les adultes et les parents, ils ne vous croiront jamais. C'est un fait du jeu. C'est-à-dire qu'en fait, vous ne pouvez pas aller voir les adultes et leur raconter ce qui s'est passé. Ils vont vous dire, non mais toi le gamin, va jouer avec ta crotte là-bas et me parle pas, s'il te plaît. Alors, il y a des adultes dans le scénar qui font effectivement partie de ça et qui vont participer au scénario. Tous les adultes ne vous croient pas. Certains adultes peuvent vous croire, mais effectivement, la plupart, en tout cas des représentants de l'autorité classique que vous pourriez avoir envie de solliciter, genre vos parents, genre les flics, ne vous croiront pas le jour où vous leur direz que vous êtes attaqué par un robot géant, par exemple. Non. Et en fait, il y a ce truc horrible qui arrive. Enfin, moi, je dis horrible parce que ça me touche personnellement, parce que terrible. C'est ça. En fait, vous faites l'aventure. C'est incroyable, vous avez sauvé l'archipel, le monde, voilà. Vous avez empêché une catastrophe cosmique, un truc de fou. Vous rentrez chez vous, vous avez dit à vos parents, ouais, je serai là à 17h, bon, vous rentrez les 19h30, et là, vous vous faites détruire la gueule. Et en fait, vous aviez survécu à tous les robots, à tout ce que vous voulez, à tous les trucs les pires, vous n'aviez pas pris un état, vous arrivez chez vous, et là, vous vous êtes caloté, vous vous faites éclater par vos parents, ils vous insultent et tout, c'est horrible, et vous finissez brisé en larmes dans votre chambre. Et le scénario se termine comme ça, quoi. Et c'est super frustrant. Alors, s'il vous plaît, les maîtres du jeu, soyez un tout petit peu clément là-dessus, pas tout le temps la sanction quand on rentre de la mission, s'il vous plaît. Alors en fait, ce côté-là, même si peut-être que certains ont tendance à l'exagérer et à beaucoup utiliser cette feature pour conclure ces scénars. Non, vraiment pas, non. Ça fait partie du jeu dans le sens où, alors c'est très interprétatif, le jeu vous demande pas de faire ça, mais le jeu vous demande que la vie quotidienne fasse partie du jeu. Le jeu vraiment appuie là-dessus et ce n'est pas un jeu que d'enquête et que de mystère, c'est également un jeu de vie quotidienne. Et ce qui est important dans ce jeu-là, c'est de rappeler aux joueurs assez régulièrement que, en fait, ils ont une vie à côté de leur enquête et que lorsque l'enquête se termine, en fait, on rentre à la maison et on revient à la vie d'avant. Et conclure vos scénarios par des scènes de vie quotidienne, c'est important pour le jeu. Alors effectivement, moi, mon cliché que j'aimais bien, c'était que lorsqu'ils avaient découché, ils avaient affronté des dangers incroyables, ils avaient l'impression de s'en être réchappés indemnes, ils rentrent à la maison, ils ont découché pendant 2 jours, ils rentrent crottés, affamés, et là ils se font déboîter par leurs parents. Moi, ça m'amusait, et ça a peut-être un peu trop amusé, parce que du coup, Antoine a effectivement beaucoup subi pendant ses parties, et peut-être que les prochaines fois, je ferai pas ça. Non, mais ça a un côté sympa, c'est juste que des fois c'est tellement violent, en fait t'es un héros dans ta tête, même toi t'es persuadé hors du jeu, t'es là putain j'étais trop fort quoi, et tu te fais détruire en rentrant quoi, c'est assez chaud quoi. C'est juste pour te rappeler que la vie continue.
Non, mais je me rappelle de la dernière scène, la dernière fois où on est rentré, on a vu la voiture de flic devant la maison, on était là, non, non, s'il vous plaît, pas ça. Vous aviez fugué, ils ont appelé les flics. Une fois qu'ils vous ont vu, la peur était partie, la colère est arrivée, et vous êtes fait démonter. Ah, et ça faisait 3 jours de suite que vous arriviez tard. Ouais, c'est vrai. Et là, vous étiez arrivé très tard. Non, mais on s'est fait... Voilà. Bon, tout ça pour dire... donc voilà, l'ambiance du jeu, vous avez compris, elle est là. Le sel du jeu, il est là. Et ce qu'on peut vous dire aussi, c'est des petits conseils pour la musique. Alors, avant de vous donner des conseils sur la musique pour ce jeu en particulier, on tenait à, une fois de plus, pas sponsoriser, ce qu'on va vous dire, mais si jamais... N'hésitez pas. Il y a un super site qu'on utilise, nous, dans nos tables. Ça s'appelle Audio Tabletop. Et Audio Tabletop, ils ont un soundpad qu'on peut customiser et qui permet en fait de créer un espèce de soundpad sur votre ordi et qui permet de lancer des sons à n'importe quel moment. Vous avez un bouton, par exemple, gunshot, pas, etc. Et moi, je masterise du Cthulhu et j'utilise vachement et ça fait vraiment monter l'ambiance. Alors, c'est pour du présentiel parce qu'ils ont une feature pour le distanciel, mais ça marche pas bien. Le streaming, la technologie streaming, elle marche pas encore bien. Mais en présentiel, ça déchire. Franchement, c'est sûr que ça monte le niveau d'une partie en termes d'ambiance très très fort. Il faut savoir que c'est un site gratuit, que vous pouvez aider l'équipe. Alors, j'imagine qu'ils sont plusieurs, peut-être que la personne qui fait ça est seule, je ne sais pas, en la soutenant ou en les soutenant sur Patreon. Mais c'est un site gratuit et qui est vraiment incroyable. Il n'y a pas de truc équivalent à ce truc-là. Et vraiment, pour faire du jeu de rôle, c'est absolument fou. C'est absolument fou. Et plus précisément, du coup, pour Tales, en fait, le jeu en lui-même vous donne ses références de son. Quand vous lisez en fait le bouquin de base, il vous dit quelle musique. Il y a des scénarios qui ont même des noms de musique connus de ces années-là. Donc en fait, tout le répertoire international des années 80 est bon pour vous mettre dans une ambiance Tales from the Loop. Lorsque vous allez rechercher peut-être des choses un petit peu plus angoissantes, parce qu'il y a quand même certains scénarios, on le disait, inspiration quand même un petit peu directe de Cthulhu, il y a quand même des scénarios un peu de tension, un peu angoissants, même ne serait-ce que mystérieux. Et à ce moment-là, les bandes originales des films comme The Thing, donc globalement de la filmographie de John Carpenter, avec ses synthés, marchent vraiment très 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 bien. Et lors de la dernière partie, j'avais aussi utilisé la BO du dernier Dune, qui avait pas mal marché. Dune. Voilà, je pense qu'à juste ce son, vous pouvez savoir ce que j'ai pensé du film. Dune. Non, voilà, la musique, vous avez toutes les années 80. Alors, quand vous jouez en Suède, évitez peut-être Voyage. Ça sera pas... vous serez pas dans l'ambiance. Non, on est vraiment sur international, effectivement, les années 80 françaises. Si vous partez avec du Jean-Jacques Goldman ou des choses comme ça, les musiques de Goldman sont incroyables, mais pas adaptées à Tales from the Loop. Sauf si on joue à une certaine partie du jeu et qu'on n'a pas encore fait, mais c'est pas faux. C'est vrai que juste pour ça, j'ai envie là, tu vois. Ouais, ce serait une ambiance assez particulière quand même, il faut être dans le délire. Mais c'est vrai que... si Antoine il fait allusion à une partie du jeu qui pourrait se dérouler en France, dont on va vous parler juste après, et effectivement là c'est complètement adapté, il y a moyen de partir dans un délire. Faisons les années 80 en France, vivons la jeunesse de nos parents que nous n'avons jamais vécue. Les Mylène Farmer et tout, moi ça serait terrible. Bon, on va vous parler de la gamme maintenant. Alors la gamme, on va vous présenter tout ce qu'il y a dans la gamme et on va vous dire rapidement ce qu'on en pense et puis on fera une petite conclusion pour vous dire si vous voulez jouer, qu'est-ce qu'il faut prendre. Comme ça, voilà, on va essayer d'être transparent. On n'a pas la langue dans notre poche, donc on va vous dire ce qu'on pense des choses. Donc déjà, pour commencer, il y a la boîte d'initiation. La boîte d'initiation, c'est 27 €. Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte d'initiation, Jean ? On va trouver du coup une forme réduite du livre de base, donc c'est-à-dire une forme un petit peu allégée qui contient les bases pour pouvoir jouer. Donc globalement, vous allez avoir une description de l'univers, les mécaniques du jeu, et c'est tout. Vous allez ensuite avoir un autre petit livret qui vous donne un scénario pour une seule soirée, un scénario également un petit peu allégé par rapport à la plupart des autres scénarios qu'on peut retrouver dans les autres bouquins de Tales from the Loop. Des fiches personnages qui correspondent à des personnages tout faits pour jouer à ce scénario. Une carte du loop, donc c'est-à-dire une carte de la région du jeu. Vous avez une carte suédoise et une carte américaine. Vous allez également retrouver des dés.
Donc une dizaine d'idées 6 pour pouvoir jouer. Les D6, c'est des D6 qui sont à l'emblème du loop. C'est-à-dire que le 6, c'est l'emblème du loop à la place du 6. Donc vous voyez rapidement les réussites en fait. C'est tout, c'est déjà pas mal. Hein. Franchement, c'est une boîte d'initiation qui est quand même complète à un prix très correct. Il y a combien de scénarios ? Il y a un scénario ? Il y a un seul scénario qui est un petit peu plus court. Vous pouvez faire qu'une seule soirée avec ça. Donc une soirée à 27 balles, c'est pas rien non plus. Hein. Mais vous allez vraiment avoir tout ce qu'il faut pour pouvoir assez facilement vous mettre à jouer et savoir si jamais ce jeu vous plaît ou pas. Et ça reste moins cher que le livre de base. Ouais, le livre de base d'ailleurs, on va en parler. 39 € le livre de base. Ouais, 39 €, 180 pages. Alors, le livre de base, il est vraiment incroyable dans le sens où, pour finalement pas cher, hein, moins de 40 €, vous allez avoir toute la matière pour pouvoir jouer plusieurs parties et masteriser très tranquillement. Quand on réfléchit un petit peu au système de jeu, on joue qu'avec des D6, hein, donc des dés que tout le monde peut avoir assez facilement chez soi. Et dans le livre de base, en fait, si vous avez les D6 chez vous, tout ce qu'il faut pour jouer, parce que vous avez une description du monde, les mécaniques, hein, donc là c'est comme dans la boîte de base, et 4 scénarios qui vont correspondre à une petite campagne qui peut se faire en 5 ou 6 sessions, donc suffisamment si vous jouez une partie par mois pour jouer 6 mois. Ouais. Et tout un mode de jeu également qui va vous permettre de créer votre propre monde pour pouvoir jouer en fait tous les scénarios que vous le souhaitez avec beaucoup de pistes afin de créer vous-même vos scénarios. Donc vraiment le livre de base est vraiment très très bien fait. Ouais, c'est un livre de base donc, qui est en couleur, 180 pages, t'as dit, 39 €. Très complet, il y a tout ce qu'il faut savoir sur l'univers et pour la création de personnages, et il y a une campagne, hein, clairement, c'est une campagne à la fin. Oui, c'est une campagne, ouais. Et nous, c'est avec ça qu'on a commencé, du coup. Quand on s'y est remis, on avait que le livre de base, et on a joué les 3 premiers scénarios de la campagne sur 4, ce qui nous avait déjà pas mal occupé, parce qu'on a fait des sessions qui ont dû durer facile 5 à 6 heures chacune. Alors après, on parle beaucoup dans nos sessions, mais du coup, c'était des sessions relativement intenses et plutôt bien chargées, et on a pu jouer vraiment très très longtemps juste sur le livre de base. Ouais. Dans les scénarios qui sont proposés, il y a quand même une grande référence à la pop culture. Il y a beaucoup de références cinématographiques. Donc voilà, c'est vraiment très plaisant à jouer et je pense à masteriser, hein, tu me diras pas le contraire. Oui, c'est drôle à masteriser. Donc ça vraiment, le livre de base, c'est vraiment un super livre de base. Ensuite, on va parler de l'écran. Alors l'écran, c'est un écran en 3 plateaux. Enfin, 3 panneaux, ouais. C'est un temps 3 panneaux en couleur. Et du côté joueur, vous avez une scène de nuit sur un parking, un peu comme si jamais vos parents vous attendaient à la fin de l'aventure. Et du côté MJ, c'est peut-être pour ça que tu l'aimes pas, Antoine. Ouais. Et du côté MJ, vous avez un rappel des règles et des principaux tableaux qui vous permettent de masteriser quelque chose d'assez commun dans ce que vous trouvez habituellement dans les tableaux dans les écrans de maître du jeu, qui vont vous aider finalement à ne pas faire les allers-retours dans votre livre de base pendant le scénar. Et il y a aussi des fiches de personnages, il me semble. Oui, alors habituellement, il y a toujours un petit truc quand vous achetez un écran de jeu, ça peut être un petit manuel de MJ qui vous fait des règles un petit peu rapides, des accélérations des créations de personnages accélérées, des choses comme ça. Là, effectivement, c'est un bloc-notes de fiches de personnages imprimé sur un papier de bonne qualité que vous pouvez donner à vos joueurs quand ils font leur personnage. C'est y a un pas petit de scénario, supplément sympa. Un peu dommage. Bon, clairement, voilà, je vais vous donner mon avis sur l'écran. Moi, je trouve que ça va pas du tout. Enfin, pas du tout. Je m'explique. Je trouve que l'artwork ne colle pas du tout à l'ambiance du jeu. Après, c'est personnel, mais c'est un artwork de nuit, dans des tons un peu orangés sur un parking. On n'est pas du tout dans l'ambiance qu'on nous décrit dans le bouquin, avec ces étendues de neige et cette Suède, quoi. Donc peut-être que pour ceux qui jouent aux États-Unis, pourquoi pas. Mais là, vraiment, en plus, il y a plein de vaisseaux à magnétrine. Ça fait vraiment trop science-fiction, presque, je trouve, cette image. Là où l'image de Things from the Flood, on en reparlera un petit peu de ce que c'est après, est beaucoup mieux, quoi. Enfin, voilà, pour moi, ça aurait dû être une image avec des enfants dans un champ avec de la neige, quoi. En fait, ça aurait juste dû être l'image, à mon sens aussi, t'as raison Antoine, ça aurait juste dû être l'image du livre de base, en fait. Les enfants qui font face aux 3 tours. Bah ouais. En fait, le visuel des tours aurait vraiment été intéressant à avoir sur la table, parce que finalement, elles sont un petit peu visibles de partout lorsqu'on se balade dans l'environnement autour du loop.
et ces tours de refroidissement qui ressemblent à des réacteurs nucléaires, enfin des tours de refroidissement de réacteurs nucléaires. Et ça aurait vraiment été intéressant d'avoir plutôt ce visuel-là qui habituellement est souvent décrit dans les scénarios en vous disant à quel point ils sont menaçants, les gens qui vivent à l'ombre de ces tours se sentent écrasés par elles. Enfin, il y a vraiment toute une imagerie autour de ça. Et c'est vrai que c'était dommage de ne pas les avoir sur la table directement face aux joueurs. Ça, c'était dommage. Ça, c'est sûr. Ensuite, il y a les dés. Vous pouvez acheter les dés. C'est 10 dés, 17 €. Sachant que j'ai vu récemment sur des sites à 22, 26 €. Bon, ça, clairement, c'est super cher pour ce que c'est. C'est 10 dés 6, avec juste le 6, il est remplacé par une gravure du logo du Loop. Franchement, pour ce prix-là, pour 10 € de plus, autant acheter la boîte d'initiation. Hein, parce que vous avez les mêmes dés. Les dés sont trop chers. Alors après, mon avis là-dessus est légèrement différent dans le sens où, en fait, contrairement à d'autres jeux de rôle, même des jeux de rôle plus classiques, hein, vous avez des dés qui sont pas communs, des dés 20, des trucs comme ça. Et où du coup l'achat des dés est obligatoire. Dans Tales, en fait, le système a des dés classiques et vous demande pas d'avoir des valeurs particulières. Vous faites un 6, vous réussissez. Et donc finalement, moi je considère les dés de Tales, les dés que vous pouvez directement acheter comme un bonus, juste pour vous faire plaisir, renforcer l'immersion à votre table. Et du coup, effectivement, les dés sont chers, mais comme ils sont non obligatoires pour jouer, au final, ça gêne personne, sauf ceux qui veulent absolument les acheter. Donc, voilà. C'est pas si gênant, mais c'est effectivement trop cher pour 10 dés. Ça fait presque 2 € le dé, enfin, c'est pas normal, quoi. Ouais, moi je trouve ça quand même très cher. Après, on va arriver à la partie intéressante de la gamme, c'est-à-dire les suppléments. Pour commencer, il y a Nos Amis les Machines, 28 €. Alors 28 €, ce sera le prix pour les suppléments. Chaque supplément est à 28 €. Donc, Nos Amis les Machines, c'est un recueil de scénarios. Oui, c'est ça, c'est donc 100 pages. Et là, on est vraiment dans la continuité en fait, des scénarios du livre de base. Vous allez avoir 3 gros scénarios qui sont globalement de la même teneur que les scénarios, la même longueur, je voulais dire, que les scénarios du livre de base, et des petits scénarios qui sont finalement des gros synopsis de scénarios pour vous aider à en faire beaucoup plus. Donc c'est vraiment un supplément pour vous aider à prolonger un petit peu l'expérience du livre de base, et qui sont pareil basés sur des films de pop culture. On est vraiment là-dedans, mais on n'est pas encore sur une campagne où les scénarios peuvent être joués à la suite, hein, mais peuvent être joués individuellement. Ils ne sont pas forcément en lien les uns avec les autres. Ouais, voilà. Donc ça, c'est un supplément qui est difficile à trouver actuellement. Je crois qu'il va être en cours de réimpression. Enfin, je sais plus. En fait, de tous les suppléments, c'est un de ceux qui a rencontré, on va dire, pas le moins de succès parce qu'il est de bonne qualité, mais quand même, par rapport aux autres, il est un petit peu en dessous. Et il est prévu, il me semble, qu'il doit être réimprimé en français. Ouais, mais c'est pas pour tout de suite. Et là, actuellement, avec les difficultés d'impression que rencontrent la plupart des imprimeurs, c'est pas une priorité pour le moment de réimprimer celui-là. Ouais, donc il est un peu plus difficile à trouver que les autres. Ensuite, vous avez la France des années 80, 28 €. Et celui-là, c'est quand même un super supplément. C'est un supplément qui est exclusif à la communauté française. C'est-à-dire que c'est un supplément qui a été créé par l'éditeur français, donc Arcane, qui a écrit ce supplément. Ils ont demandé l'autorisation à Free Alligan, qui leur a dit OK, allez. Et ils ont créé ce supplément qui s'appelle la France des années 80. Alors ce supplément, il est un petit peu particulier effectivement parce qu'au-delà de juste proposer des scénarios supplémentaires, en fait, il étend vraiment le livre de base où il ajoute des petites choses à toutes les parties en fait du livre de base. Il propose un nouvel environnement qui se passe du coup en France, à la frontière franco-suisse, Aurorville. Dans une nouvelle ville qui s'appelle Aurorville, effectivement, une nouvelle ville de banlieue. Et du coup, vous allez avoir une partie où ils vont vous décrire toute la ville comme dans le livre de base. Ils vont aussi vous décrire ce que c'est d'être un ado dans les années 80 en France, comme le faisait le livre de base pour la Suède et pour les États-Unis. Ils vont vous rajouter de nouveaux stéréotypes, donc de nouveaux personnages jouables, qui vont permettre de remixer différemment les stéréotypes qui étaient proposés de base. Donc ça, c'est assez intéressant et assez nouveau. Et vous allez avoir ensuite des nouveaux scénarios qui sont aussi conséquents que ceux présentés dans le livre de base. Il y en a
3, il me semble. 4, pardon. Il y a 2 scénarios supplémentaires, et vous allez ensuite avoir de nouveau des petits synopsis, des gros résumés de mystères, pour vous permettre de vous donner des idées et de créer vos propres scénars. Donc c'est vraiment un très 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 bon supplément, et puis ça fait toujours plaisir d'avoir finalement une localisation française du jeu. Donc ça c'est vraiment super intéressant. Ouais. Donc voilà pour la France des années 80. Et le dernier supplément, il s'appelle Hors du temps. C'est celui qui est sorti plus récemment. Toujours 28€ comme on vous a dit. Et ça c'est un supplément c'est une campagne. Clairement, voilà, c'est un supplément où il y a des scénarios qui se suivent et qui forment une mini-campagne. Alors effectivement, c'est un supplément un peu différent des autres, parce que contrairement aux autres qui livraient des gros scénarios jouables en campagne, mais sans vrai lien entre eux, celui-là, c'est 3 scénarios dépendant les uns des autres et faisant partie d'une vraie campagne. Vous ne pouvez pas jouer le scénar 2 ou le scénar 3 isolé. Vous êtes obligé de faire le 1, le 2 et le 3. Oui. C'est vraiment une super campagne avec des scénarios plus complexes, une histoire un peu plus riche et plus difficile à suivre, qui est vraiment très intéressante. Il développe aussi une partie du jeu dont on n'a pas parlé, qui est la partie un petit peu bac à sable. Donc vous pouvez soit jouer directement des mystères avec finalement une histoire avec un fil conducteur, un fil rouge, soit un mode de jeu un peu plus ouvert, un peu plus probablement difficile à jouer, où vos personnages n'ont pas vraiment de mystères à découvrir, de scénarios à jouer, mais beaucoup de mystères un petit peu partout. Ils peuvent aller picorer un petit peu où ils veulent et faire un peu ce qu'ils veulent. Et en fait, ce supplément-là enrichit cette partie du gameplay. Et donc ça, c'est assez intéressant parce que c'est un des premiers suppléments à le faire. C'est un supplément qui se passe dans les années 80 et qui accompagne l'entrée dans les années 90. Tout à fait. Et ça, c'est important parce qu'on vous a dit, Tales, ça se joue dans les années 80. Alors, qu'est-ce qui se passe dans les années 90 ? Il y a tout un autre jeu qui est sorti plus récemment qui s'appelle Things from the Flood. Et ce jeu, c'est la suite en fait de ce qui s'est passé dans ce monde. C'est-à-dire que dans ce monde dont on vous parle, ça se passe dans les années 80. Il y a un événement, on ne sait pas ce que c'est, qui va se passer dans la fin des années 80, début 90, et qui va entraîner le monde à changer un petit peu. Et vous allez jouer du coup dans les années 90 des jeunes adultes dans un monde différent à cause d'un événement qui s'est passé à la fin des années 80. C'est ça, c'est à la fois un autre jeu et une extension du jeu. C'est ça. Dans le sens où ils ont réédité en fait un livre de base, Things from the Flood, qui a globalement les mêmes règles que Tales from the Loop, mais dans un univers différent, enfin dans la suite du jeu, avec des particularités, c'est que vous jouez finalement des gens plus âgés, donc entre 16 et 21 ans. Et du coup, dans le futur de ce monde-là, qui effectivement a subi un événement particulier, qui a beaucoup changé ce qu'est la vie. Et on est vraiment, on n'est plus du tout dans les années 80 rétro-futuristes du monde de Tales. On est plutôt dans un monde presque post-apocalyptique, sans vraiment... Apocalypse, en fait. C'est plutôt une ambiance comme ça. Donc ça peut être joué dans la poursuite de Tales, comme ça peut être joué comme un jeu seul. C'est quand même un jeu avec des thèmes qui se veulent plus matures. C'est ça. Et en fait, la grosse différence, c'est que vos personnages joueurs, ils peuvent mourir. Ce qui n'est pas le cas dans Tales. Là, ils peuvent mourir. Tout à fait. Dans Tales, vos personnages ne peuvent pas mourir. Ils peuvent être brisés, on en parlait, soit en subissant quelque chose d'horrible, soit en cumulant des états. Et finalement, il leur suffit d'aller voir leur socle. Donc c'est le personnage sur lequel votre adolescent se repose le plus, d'aller discuter avec lui afin de se débriser. Alors que dans Things from the Flood, si jamais vous faites un mauvais choix, vous mourrez. C'est ça. Donc hors du temps, ce supplément, il permet de faire la transition entre ces deux jeux. Globalement, le dernier scénario sur les 3 peut être fait à l'aube du bouleversement du monde de Things from the Flood. Donc voilà, on a fait un peu le tour de la gamme. Et maintenant, on va vous dire les indispensables pour jouer. Donc il y a 2 philosophies. D'accord ? La première philosophie, c'est... Vous n'avez pas trop joué au jeu de rôle, vous voulez essayer une soirée, vous voulez essayer avec des potes, vous n'êtes pas sûr que vous allez continuer.
Là, ce qu'on vous conseille, c'est plutôt la boîte d'initiation. Oui, si vous n'êtes pas sûr de vous, dans la boîte d'initiation, elle ne coûte pas très cher déjà. Et vous avez tout le matos pour pouvoir vous faire une partie avec des choses sympas à mettre sur la table. Vous allez avoir les dés, vos joueurs auront des fiches de personnages imprimées avec, on l'a pas dit, mais en fait, vous allez avoir au dos de votre fiche un dessin qui représente votre personnage avec une petite description et de l'autre côté, votre fiche déjà toute remplie. Vous allez avoir une map à mettre sur la table, vous allez avoir un scénario pré-mâché. C'est parfait pour une soirée. L'autre option, c'est vous voulez vous y mettre, et vous savez que vous avez une équipe de joueurs où vous allez probablement jouer plusieurs fois. Vous débutez, mais vous savez que vous allez jouer plusieurs fois. L'indispensable, c'est le livre de base. C'est tout ce qu'il vous faut. Oui, clairement. Et il se suffit en plus à lui-même, hein. Vous n'avez pas besoin, sauf si vous en avez envie, mais vous n'avez pas besoin de l'écran, vous n'avez pas besoin d'acheter des fiches personnages toutes faites. Ni les dés, tout le matos en fait est dans le livre de base et vous permet de jouer largement plusieurs sessions sans avoir besoin d'acheter les extensions ou quoi que ce soit. Voilà, il vous faudra des D6, mais c'est tout quoi. Et à part ça, après c'est la magie du jeu de rôle, hein. Vous êtes autour de la table et puis vous créez vos histoires. Mais c'est vraiment, voilà, avec ce livre, vous avez pour 4 à 6 sessions. Et c'est des sessions de 5 heures, hein. Voilà, donc c'est vraiment, vous avez beaucoup de matière, c'est super. Et après, dans le reste de la gamme, les 3 suppléments sont super. Donc après, voilà, vous pourrez prendre les suppléments en fonction de votre activité et de vos envies. Les 2 qui se détachent, c'est quand même la France des années 80, qui est très sympa, et Hors du temps. Moi, c'est mes 2 préférés. Hein. Oui. Clairement, Hors du temps, parce que c'est une vraie campagne qui va permettre à vos joueurs de faire un scénario plus approfondi et finalement où leur choix dans le premier scénario va se répercuter sur le deuxième et le troisième. Et la France des années 80, parce qu'il étend vraiment beaucoup l'univers du jeu, contrairement à Nos Amis de la Machine, qui est un supplément super sympa, mais où finalement son apport c'est uniquement un recueil de scénarios supplémentaires et qui est du coup un peu plus faible par rapport aux apports des 2 autres livres. Donc voilà, on a fait un peu le tour de Tales from the Loop. Comme vous avez pu comprendre, nous c'est un jeu qui nous tient à cœur, c'est un jeu qu'on a beaucoup apprécié, qui nous a relancé dans le jeu de rôle. Encore aujourd'hui on y joue. C'est-à-dire qu'on joue à plein d'autres choses maintenant, on a un peu étendu notre palette de jeux de rôle, dans notre groupe chacun masterise un jeu différent, on fait des sessions, etc. On est devenu un peu foufou de jeu de rôle, hein, c'est-à-dire qu'on est un peu, voilà, tout le monde a plein de trucs différents. On a sombré dans l'addiction, je pense qu'on peut le dire. Oui, je n'osais pas dire le terme, mais clairement on peut le dire. Mais ce jeu reste quand même très cher, c'est un jeu vraiment qu'on a trouvé super et on vous conseille fortement, si vous le connaissez pas et que vous êtes un vieux rôliste, etc., et que vous voulez jouer à quelque chose de très narratif, c'est parfait. Et si vous voulez vous lancer dans le jeu de rôle, mais que voilà, les règles, le pavé de 500 pages pour les règles, les 30 types de dés, c'est pas fait pour vous, ce jeu il est parfait. Et même si c'est fait pour vous, ce jeu il est quand même bien. Donc moi je vous conseille de le faire et je pense que Jean c'est pareil, foncez, allez-y et puis vous nous direz ce que vous en avez pensé. Ouais mais t'as raison, c'est un jeu qui est tellement léger dans ses mécaniques en fait que c'est impossible de pas l'aimer. On peut ne pas aimer l'univers à la limite, ça c'est tout à fait possible, on peut ne pas être très sensible à ce petit côté nostalgie années 80, mais en termes de mécanique, le jeu il se joue tout seul, et en fait il est vraiment là juste pour supporter l'imagination des joueurs et les aider à improviser et faire ce qu'ils ont envie de faire, mais c'est tellement léger que finalement les joueurs assez rapidement ils oublient comment je vais pouvoir faire ça, dans le sens, est-ce que la mécanique du jeu me permet de le faire, et juste dire, ok, moi je vais aller par là-bas et je vais faire ça, et c'est juste le MJ qui va lui dire, ok, tu vas me faire un jet de tel truc, et c'est tout, et le jeu se laisse jouer vraiment tout seul, et les scénarios sont bien écrits, et ce n'est qu'une partie de plaisir, il y a vraiment, c'est presque... Masteriser ça, c'est presque pas du travail. Oui, faut quand même pas exagérer. Bon ben voilà, écoutez, on arrive au terme de ce premier épisode de Tales. Écoute, le prochain épisode, ça va être sur un format qui sera quand même une fois par mois probablement. Toutes les 3 à 4 semaines, il y aura un épisode qui parlera d'une gamme différente. Le prochain épisode, c'est encore en discussion. Alors, on ne sait pas exactement quel sujet, parce qu'il y a 2-3 jeux de rôle dont on a envie de parler, dont un en particulier que moi j'ai envie de faire, mais ça demande beaucoup de travail, donc peut-être que ce ne sera pas celui-là le prochain, donc pour l'instant on ne va pas vous spoiler, vous verrez bien ce que c'est le prochain épisode, mais il devrait arriver d'ici 3 à 4 semaines.
Et l'objectif, c'est quand même de vous présenter un jeu de rôle par mois. Si possible, si jamais ce jeu de rôle est une actualité, on va dire en étant en phase avec cette actualité, et de vous donner un maximum d'informations pour vous aider à choisir oui ou non est-ce que vous avez envie de jouer à ce jeu-là. Voilà, c'est à peu près tout. Écoutez, on vous retrouve pour le prochain épisode. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur les différents forums de rôlistes. Et puis sur Twitter, c'est en discussion. Est-ce qu'il y aura un Twitter ou pas? Jean, on verra. Ouais, c'est ça, sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook, sur absolument tous les réseaux sociaux, parce que nous sommes partout. Et voilà. Ouais, évidemment. Pour l'instant, nous ne sommes nulle part, mais nous verrons au moment du lancement de l'épisode. On vous dit à la prochaine. Ça a été un plaisir. Et puis à la prochaine fois pour le prochain épisode de Tales. Salut!